Emmanuel Macron a pu s'en apercevoir à la COP28 de Dubaï. Ses positions sur le conflit israélo-palestinien depuis les attaques du Hamas le 7 octobre et avec les bombardements israéliens irritent les dirigeants arabes. Le président français n'a pas réussi à organiser la table ronde qu'il projetait avec des dirigeants du Moyen-Orient. Et en interne, on en parlait il y a quelques jours, son positionnement suscite aussi un malaise dans les rangs du ministère des Affaires étrangères et chez de nombreux diplomates. On en parle avec Christian Lequesne. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de diplomatie. Sur notre plateau également ce soir, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Christian Lequesne, pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas réussi à organiser cette table ronde à Dubaï et quel est le message au fond indirectement adressé par les dirigeants de la région au président français? Je crois que la raison fondamentale, c'est une première expérience qui a été un peu ratée, qui était cette idée de faire une coalition anti-Hamas lorsque le président Macron a fait son voyage en Israël le 24 octobre. Coalition anti-Hamas sur le modèle de celle anti-Daesh. Sur le modèle de celle anti-Daesh. Je pense que cette proposition n'était absolument pas attendue. Elle n'était pas d'ailleurs du tout préparée, à mon avis. Ça a été une improvisation très largement due au président de la République. Les diplomates ont fait savoir après qu'ils n'étaient pas véritablement au courant. Et ça a suscité une sorte de méfiance, si vous voulez, de la part des dirigeants arabes, qui, à mon avis, est beaucoup plus importante que le fait d'avoir accepté le droit d'Israël à se défendre. Parce que ça, le droit d'Israël à se défendre après la sauvagerie de l'attaque, ça n'était pas une spécificité française. Je veux dire, tous les pays européens ont adopté la même position. Mais ensuite, il y a eu cette initiative de cette coalition anti-Hamas. Et ça, je crois que ça a semé le trouble. Diriez-vous que les dirigeants de la région reprochent, les présidents arabes, les dirigeants arabes reprochent à Emmanuel Macron d'avoir repris le narratif israélien, à savoir Hamas égale Daesh? Oui, je pense que absolument, il y a de ça dans leur reproche, mais il y a aussi l'idée que c'est totalement improvisé, alors que les conditions, si vous voulez, de lutte contre Daesh et les conditions de lutte contre le Hamas n'ont strictement rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est pas du tout le même type d'action. Si vous voulez, d'un côté, vous avez un tout petit territoire avec un groupe qui se cache le plus souvent dans des souterrains, etc. De l'autre, vous avez un territoire beaucoup plus important, beaucoup plus diffus. Et donc, d'un point de vue stratégique, ce sont deux théâtres d'opération qui appellent des traitements différents. Voilà. Mais je crois qu'il y avait chez le président de la République l'envie de faire, de faire une proposition comme les présidents de la République aiment en faire d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça n'a pas pris, y compris du côté de la Maison-Blanche et des États-Unis. Personne n'y a cru. Et Emmanuel Macron qui s'est isolé sur cette question. Vous nous dites, Slimane, qu'est-ce qui est reproché au président français? La question, elle est simple. En quoi la position d'Emmanuel Macron depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas, comment je veux dire, déroge à la règle, en tout cas la position traditionnelle et historique de la France dans ce conflit du Proche-Orient? Alors, ils ont l'analyse et le sentiment. L'analyse, c'est que depuis Nicolas Sarkozy et le retour de la France au sein de l'OTAN, ils ont l'impression, à tort ou à raison, que l'attitude de la France vis-à-vis du conflit israélo-palestinien ne se distingue plus ou de moins en moins de la position américaine en général. Ça, c'est l'analyse. Donc, ça remonte au président Nicolas Sarkozy. Leur sentiment, surtout que la région est gouvernée par des gens quand même d'un certain âge, c'est qu'ils ne reconnaissent pas, ils le disent, les éditorialistes, les hommes politiques, ils ne reconnaissent plus la France qui a été un acteur majeur sur la scène du conflit israélo-palestinien. Ils rappellent volontiers, par exemple, qu'il y a 50 ans, Giscard d'Estaing, en 1974, reconnaît l'OLP et autorise l'ouverture d'un bureau de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine, à Paris, moyennant une collaboration avec les services français contre le terrorisme. Et là, sur la photo qu'on voit, en 1974, Jean Sauvarniague est le Premier ministre, et pour la première fois, le Premier ministre des Affaires étrangères d'un pays occidental rencontre Arafat à Beyrouth et dit de lui qu'il a la stature d'un homme d'État. La même année, François Mitterrand rencontre au Caire Yasser Arafat.
qu'il le recevra à Paris en mai 89. Et là, François Mitterrand obtient de Yasser Arafat la clé qui permet de lancer le processus de paix. Et c'est quoi cette clé? C'est qu'il y a un article de la charte de l'OLP qui considère que l'État d'Israël devrait être dilué dans une grande Palestine judéo-arabe et binationale. Et Mitterrand obtient que Arafat déclare en français que la charte de l'OLP était caduque. Et alors là, il n'y avait plus d'obstacle pour que l'OLP puisse négocier le traité. Donc la solution à deux États. C'est ça. C'est cela que les pays arabes, les classes moyennes, les intellectuels ne reconnaissent plus dans la position française. Christian Lequesne, c'est cette rupture avec le passé historique de la diplomatie française qui aussi est incompris dans la région du Moyen-Orient? Je crois qu'il y a un peu, et vous avez raison d'insister sur la perception, c'est un point très important. Il y a un peu une nostalgie quand même d'une politique étrangère telle qu'elle avait été définie par le général de Gaulle et qu'elle a été ensuite effectivement continuée par un certain nombre de ses successeurs. On parle d'ailleurs de politique gaulo-mitterrandienne. Exactement, qui n'existe plus. Mais elle n'a pas disparu avec Emmanuel Macron. Elle a disparu il y a déjà au moins deux présidences. Et, exactement, je pense qu'aujourd'hui, on est davantage dans une position, et c'est là où elle est difficile à tenir, qui est celle d'une position d'équilibre entre Israël d'un côté et la légitimité de l'autodétermination du peuple palestinien. Et on voudrait dans le monde arabe que on choisisse notre camp. Comme en Israël, on voudrait aussi qu'on choisisse davantage notre camp. Quand on fait des déclarations comme celles qui ont été faites d'ailleurs à la COP par le président sur le fait qu'est-ce que ça veut dire éliminer Hamas, immédiatement les réactions en Israël sont des réactions négatives. Les positions qui sont des positions d'équilibre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne croit plus que la France a l'autorité et l'ascendant aujourd'hui pour jouer le rôle d'arbitre et de monsieur Bonjour. Juste une précision, Emmanuel Macron a dit effectivement éliminer le Hamas, ça voudrait dire une guerre qui dure 10 ans. Effectivement, Israël n'a pas apprécié et l'a fait savoir. Mais tout de même, vous dites, ça fait deux présidences, Slimane Zeguidou a cité Nicolas Sarkozy. Il y a pourtant quand même ce malaise chez les diplomates. Je veux dire, ce que vous nous dites ce soir, ils le savent, quelque part, que la politique gaulo-mitterrandienne vis-à-vis de ce conflit, elle est un peu terminée dans ces cas-là. Pourquoi proteste-t-il? Est-ce que ce sont les règles qui ont été outrepassées? Est-ce que normalement le président doit suivre ce que disent les diplomates et le Quai d'Orsay? Comment ça se passe? Alors, le président doit écouter les diplomates, mais il n'a jamais été obligé, dans le système de la Ve République, de suivre ce que disaient les diplomates. Je veux dire, une des caractéristiques de la politique étrangère de la France, telle qu'elle a été définie en 1958 par le général de Gaulle, c'est que le décideur suprême, c'est le président de la République. Dans le domaine réservé. Exactement. Et il vaut mieux, effectivement, essayer d'écouter les diplomates, parce que ce sont des experts qui vous apportent quand même une connaissance de terrain. Et là, je pense que ces diplomates ont eu le sentiment de ne pas être écoutés. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils ont rédigé une démarche collective. Et dans la tribune du Figaro d'ailleurs, ils disent que ça tranche avec la position, je cite, traditionnellement équilibrée entre Israéliens et Palestiniens. Ils ne reprochent pas à la France de ne pas être pro-arabe et pro-palestinienne, mais d'avoir rompu ce point d'équilibre. Alors là, vous parlez d'autre chose. Vous parlez de diplomates à la retraite, c'est-à-dire ce sont d'anciens diplomates. Moi, je parlais des ambassadeurs qui avaient fait de la région, postés dans les pays... Au Moyen-Orient et au Maghreb. Exactement, qui avaient fait un télégramme c'est bien ce qu'ils me disent, semble-t-il, une position en rupture avec la position traditionnellement équilibrée. Je pense que les diplomates à la retraite que vous mentionnez, eux sont plutôt sur la nostalgie de la position passée où la France jouait un rôle. Et ceux d'aujourd'hui ? Et ceux d'aujourd'hui, à mon avis, se rendent compte que la position de la France au Moyen-Orient est beaucoup plus compromise, comme l'est la position de l'Europe en général. Je veux dire, l'Europe ne joue pas un grand rôle au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'elle a du mal à distinguer sa position de la position américaine. C'est cela que les Arabes, à tort ou à raison, pas seulement les Arabes d'ailleurs, reprochent à l'Europe, c'est qu'elle n'a pas une voix propre, singulière, qu'elle avait
Rappelez-vous par exemple la déclaration de Venise en 1980, où à l'instigation d'ailleurs de la France, les Européens se réunissent à Venise et décident que la solution jouable, la seule lucide et fiable, c'est les deux États en Palestine. D'ailleurs, Slimane, Anthony Blinken, oui, allez-y. La différence avec l'Europe de 1980, c'est que nous sommes 27 alors que nous étions 12 à l'époque, que c'était essentiellement les pays de l'Europe occidentale. Nous avons beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale qui, traditionnellement, pour des questions aussi liées à leur propre sécurité, ont des politiques étrangères qui sont beaucoup plus alignées sur la politique des États-Unis. Mais si vous voulez, au sein de l'Europe, c'est encore la France qui essaie de jouer ce jeu de l'autonomie stratégique par rapport aux États-Unis, mais elle est bien seule. Elle est bien seule. Vous avez lu les éditoriaux de la presse arabe, arabophone. Ce qui frappe, c'est qu'il y a la géopolitique, il y a même la réelle politique, mais il y a aussi, parler de perception des mots. C'était lors de la deuxième intifada, Jacques Chirac avait déclaré, l'ancien président français, s'agissant du conflit israélien, on ne lutte pas contre l'émotion d'un peuple avec des blindés. Est-ce que, dans les éditoriaux que vous avez lus, transparaît cette différence d'approche d'Emmanuel Macron dans ses réactions juste après les attaques du Hamas, vous l'avez dit, qui ont sidéré à la fois en Israël, mais au-delà? Alors, il y a eu beaucoup de réactions sur l'affirmation par Emmanuel Macron du droit d'Israël de se défendre après les atrocités commises par le Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre. Ça tombe sous le sens. Néanmoins, ils auraient aimé que le président dise que assortisse ce droit légitime, encore une fois, de se défendre de certaines règles. Et que de règles, notamment du droit international. Alors il l'a fait après coup à la BBC, il l'a fait à la BBC en dénonçant les bombardements, il a dit injustifiables sur les civils. Ce qu'il a fait, cela. Alors il y a un autre élément aussi qui est apparu chez les éditorialistes, c'est la question de ce qu'on appelle les binationaux. Par exemple, on sait qu'à peu près la moitié, ou peut-être plus ou un peu moins des Israéliens, sont des bi- ou des trinationaux. Donc pratiquement tous les Israéliens d'origine européenne, canadienne, nord- ou sud-américaine sont des binationaux. Et donc la plupart de ces pays-là, et la France jusqu'ici, prenaient en compte le fait que des nationaux français choisissent de s'établir, entre autres, en Israël, ce qui est tout à fait leur droit, et donc de prêter allégeance à un État tiers, quand bien serait-il le meilleur ami de la France. Néanmoins, tous ces pays-là, États-Unis, Russie, chaque fois qu'un ressortissant israélien était impliqué dans le conflit israélo-palestinien, ces États-là considéraient que ce citoyen israélien était sous la responsabilité et la protection de l'État israélien. Or, tous les éditorialistes vraiment disent que cette année, avec ce conflit, la France s'est comportée comme s'il s'agissait de citoyens français et exclusivement français. Mais on n'a pas le choix au regard du droit consulaire, si vous voulez. Quand on est binational, on est 100% national de chacun des deux pays auxquels on appartient. Et, même sous l'uniforme dans un conflit armé ? À partir du moment où vous êtes pris en otage, comme ça a été le cas dans la bande de Gaza, il va de soi que les autorités françaises, les autorités allemandes, les autorités argentines sont obligées d'intervenir pour essayer de protéger ceux qui sont leurs nationaux. Et s'ils sont soldats, par exemple ? Mais là, on ne parle pas de soldats, on parlait de Comme par exemple civils. Gilad Shalit, qui lui était un soldat. Alors ça nous ramène à des années en arrière. Ça nous ramène un peu en arrière, mais c'était aussi un citoyen français. En tout cas, vous avez rappelé le droit consulaire. C'était aussi un citoyen français. Eh bien, merci beaucoup, Christian Lequesne, pour votre éclairage donc, sur ce remous diplomatique au sein du ministère des Affaires étrangères et donc la difficulté de porter la voix française en ce moment au Moyen-Orient, comme on l'a vu à la COP26 de Dubaï. Merci, Slimane, pour votre éclairage.